Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Où que vous soyez sur les 5 continents, bienvenue sur notre plateforme digitale Mali Online, émettant de Bamako vers le monde entier, du monde entier vers Bamako. Le grand débat de Mali Online est de retour. Après notre premier invité, Maître Moutaga Tall, nous faisons un grand écart. Nous allons dans l'un des plus jeunes présidents de partis politiques que nous invitons avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Noussa, président du Front africain pour le développement, FAD, et membre du CNT. Avec lui, nous allons jeter un regard sur l'actualité de notre pays. Noussa, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. C'est un plaisir. Noussa, du AM5 RFP au Conseil national de la transition, que de chemin parcouru. 5 années après la chute du régime Ibeka, qu'est-ce qui a changé? L'homme ou le combat? Je vous remercie pour l'invitation. Et avant tout propos, je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire de toutes ces victimes de la lutte contre le terrorisme, les victimes civiles et militaires, et demander au grand architecte de l'univers de leur accorder sa grâce. 5 ans après l'ancien régime, ce qui a changé, c'est la perception de notre pays à travers le monde. Ce qui a changé, c'est aujourd'hui que nous sommes dans un pays où les dirigeants ont décidé de prendre leur destin en main et de le conduire au lieu de le subir. Ce qui a changé, c'est une armée qui se modernise à une vitesse extraordinaire. Ce qui a changé, c'est un peuple aujourd'hui résolu à recouvrer sa dignité, toute sa dignité. Ce qui a changé, c'est une orientation stratégique donnée par les dirigeants qui consiste désormais à placer notre pays, notre peuple au cœur de toutes les actions des pouvoirs publics. Et c'est un fait, c'est un constat. Et voilà, nous y sommes, nous vivons. Et les défis qui sont les nôtres, les défis du futur, nous les appréhendons avec beaucoup de sérénité. Le AM5 RFT qui a été votre fer de lance pour le renversement du pouvoir, aujourd'hui est émietté en plusieurs tendances. Est-ce que vous nourrissez des regrets? Et si c'était à refaire, serez-vous toujours en première ligne? Pas de regrets. C'était sur votre plateau. Je me rappelle bien de cela, il y a 2 ans, 3 ans. Après le départ de l'ancien régime, j'étais de ceux qui avaient indiqué que ce mouvement hétéroclite où des acteurs politiques venant d'horizons divers se sont retrouvés, ce mouvement, après l'atteinte de son objectif qui était le départ du régime oligarque, du régime de l'ancien régime, n'avait plus sa raison d'être. Et c'est pourquoi, dès les premières heures, contre, bien évidemment, la volonté de certains de mes camarades politiques, de mes amis politiques, de certains de mes alliés, contre leur volonté, j'ai décidé de rompre toute participation à ce mouvement parce que ce n'était plus le combat pour l'idéal que nous avons porté, c'était le combat pour des positionnements politiques où des gens voulaient utiliser le label M5 pour gérer des carrières politiques. Et c'est ça que j'ai refusé. Et l'histoire, comme toujours, a fini par me donner raison. Mes camarades politiques, les plus honnêtes d'entre eux, un beau matin, m'ont appelé au regard du spectacle auquel s'étaient donnés les acteurs restants dans le M5. M'ont donné raison. Je dis, c'est ça aussi l'homme politique, c'est prendre des décisions difficilement compréhensibles à un moment donné de l'histoire, mais qui finit par s'imposer comme étant la vérité. Donc, pas de regret de notre participation à ce mouvement. Si c'était à refaire, nous serons toujours en première ligne, parce que le combat que nous avons mené, loin d'être un combat qui visait un homme ou des hommes,
C'était un combat pour la fin d'un système politique qui avait placé notre pays dans une situation inacceptable. C'était la tutelle internationale, c'était l'insécurité qui a explosé, c'était l'absence de contrôle de l'État sur non seulement notre destinée, mais même notre espace aérien ne nous appartenait pas. Nous ne pouvions pas décider quel avion allait survoler ou quel avion n'allait pas survoler. Aujourd'hui, ces souvenirs sont derrière nous. Nous avons un pays qui assume ses choix, qui assume sa destinée, qui contrôle son espace aérien, qui contrôle l'ensemble du territoire national. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. L'ensemble des régions maliennes sont aujourd'hui passées sous le contrôle des autorités légitimes du Mali. Ce n'était pas gagné d'avance. Et c'est notre peuple qu'il faut saluer. Noussar, d'aucuns pensent que, une fois la soupe, votre langage a changé. De la nouvelle garde de jeunesse qui cristallisait l'espoir du peuple, vous êtes passé à M. Dromete Bouala. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, vous savez, les gens peuvent toujours vous coller des sobriquets. Les gens peuvent toujours vous placer dans une situation telle. L'essentiel, c'est d'être en paix avec sa conscience. Ça mène un combat politique pour le bonheur de notre peuple. Je suis aujourd'hui, je le dis sans modestie, le seul acteur politique du M5 qui était en première ligne. Quand je parle de la première ligne, je parle bien sûr de ces leaders politiques qui étaient sur le podium. Je suis le seul qui est resté constant dans son soutien à la transition. Sur ce sobriquet, les détracteurs travaillent toujours à nuire à votre image. C'est ça aussi la politique. Certains ont pris Dromete Bouala, ont préféré ne pas prendre Dromete Fraga, parce que dans la même phrase, c'était Dromete Fraga et Dromete Bouala. Ils ont fait leur choix pour tenter de nuire à mon image, mais bon, c'est ça aussi la politique. La politique, c'est prendre des pour celui qui prétendait être l'héritier des cacites du régime Modibo, pour avoir été leurs bons élèves, à celui qui veillait un peu à la bonne gestion des deniers publics, pour une assemblée, entre guillemets, un organe législatif qui n'était pas issu des élections. Les charges étaient les mêmes presque que l'ancienne formule. Vous savez, encore là, les détracteurs travaillent toujours à nuire. Mais la vérité résiste à tout, à toutes les intempéries. Ce ne sont pas les mêmes émoluments. Le Conseil national de transition, comme l'a indiqué son président, le général de corps d'armée Malick Diao, que je salue ici, a été le premier organe qui, dès les premières heures de la transition, a pris la mesure réelle de la situation économique et financière du pays. Cela s'est traduit par une réduction extraordinaire de 30% de son budget en termes de carburant. Ce que les députés, ce que l'ancienne législature recevait en termes de carburant, le CNT a renoncé à 30%. Certains pensent qu'il faille faire comme le Burkina. J'en viens, je vais vous donner les détails clairs par rapport au Burkina, et les gens qui ne cherchent pas loin font cette extrapolation qui, à mon sens, n'a pas raison d'être. Ensuite, les frais d'installation, c'est beaucoup de millions. Hein. Le CNT a renoncé. Tous les membres du CNT qu'il convient de saluer ont renoncé. C'est la première fois dans notre histoire politique où des membres d'un parlement renoncent à beaucoup de millions. Ensuite, sur les missions, les voyages, parce que, vous savez, pour une institution comme l'Assemblée nationale ou le CNT aujourd'hui, les grosses poches de dépenses, ce sont les missions, les voyages à l'étranger. Et je vous assure que le CNT ne fait que une mission sur 5. Ça veut dire que le budget des missions, c'est beaucoup d'argent, a été divisé par 5, sans tambour ni trompette. Sans tambour ni trompette. Maintenant, à vouloir faire le comparatif, non, le CNT n'est pas élu, l'Assemblée nationale a été élue, mais il faut refuser les lois que le CNT vote.
Nous votons les lois qui s'appliquent, nous votons le budget. Si nous ne sommes pas élus, il faut refuser les lois. Dans une période de transition, qui est élu? Mais Personne n'est élu. Est-ce qu'ils ont le choix? Qui est élu dans une période de transition? Si les choses avaient marché convenablement, on ne serait pas dans une transition. Si les règles démocratiques avaient été respectées, si certains n'avaient pas décidé de mettre la démocratie dans leur poche, on serait là aujourd'hui? Mais non, moi je pense qu'il faut tirer les leçons du passé. Nous avons convenu ensemble, dans la Constitution, dans toutes les constitutions, que le mode conventionnel de dévolution du pouvoir, ce sont les élections. Et lorsque un pouvoir politique décide de vicier ce mode conventionnel de dévolution du pouvoir, reconnaissez le droit à notre peuple, le droit légitime de lui retirer sa délégation de souveraineté. C'est ce qui s'est passé. Vox Populi, Vox Dei. La démocratie appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple qui confère une partie de cette souveraineté aux institutions. Mais lorsque les institutions décident de trahir la confiance du peuple en truquant les élections, en fraudant, en viciant le processus électoral, le peuple dispose du droit légitime de se révolter et de reprendre sa souveraineté. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé où l'essentiel des forces politiques, en tout cas une bonne partie, se sont mis ensemble dans ce mouvement hétéroclite, le M5, et ont demandé le départ de l'ancien régime pour empêcher un bain de sang, pour empêcher un affrontement sanglant entre civils. L'armée nationale, je dis bien l'armée nationale, les forces militaires et paramilitaires ont décidé de prendre leurs responsabilités et sont intervenus le 18 août. Donc, ceux qui aiment s'ériger en donneur de leçons doivent faire attention et tirer les leçons de leurs propres erreurs. C'est ça. Alors, Noussar, vos anciens camarades de rempart hier pour l'exercice démocratique aujourd'hui remontent aujourd'hui au créneau avec la question de la lecture, la charte des partis politiques qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. En tant que leader politique, et surtout de combattants sur le rempart de la démocratie, on propose de supprimer les partis politiques. Est-ce là le résultat de votre combat? Écoutez, encore une fois, je suis sidéré de voir que des acteurs politiques de premier plan, des gens qui à un moment donné de notre histoire ont incarné une certaine façon de faire la politique, puissent bâtir leurs convictions et leurs opinions sur des fondements de rumeurs, sur des fondements de spéculation. Alors qu'en est-il? Sur ce que j'appelle prêter des intentions aux autorités. Pensez-vous que si les autorités voulaient dissoudre les partis, ils auraient attendu aujourd'hui? Quel officiel malien, quand je dis officiel, quel responsable de haut niveau du Mali a indiqué la dissolution des partis politiques? Je les mets au défi, qu'ils me disent quel chef d'institution, quel ministre a évoqué la dissolution des partis politiques. Pour ma part, personne. Ensuite, alors vous pensez que ce n'est pas l'ordre du jour? Les autorités du Mali. Non, est-ce que vous pensez que ce n'est pas l'ordre du jour? Si ce n'est pas évoqué par aucune des autorités. J'ai vu, comme tout le monde, les forats qui se déroulent en ce moment. J'ai vu les questions, les 3 questions. Nulle part il n'est mentionné dissolution des partis politiques. Vous savez, il faut remonter aux assises nationales. Les assises nationales ont été faites par notre peuple et à l'issue de ces assises, comme nous sommes dans une dynamique de refondation, certains ont souhaité que la floraison, ça et là, de partis politiques, qu'on puisse voir comment contenir ça au terme de dispositions législatives. Cela implique nécessairement la révision de la charte des partis politiques. Et cette révision, pour une première fois depuis 20 ans, je n'ai pas souvenance que des autorités ont écrit aux partis politiques pour leur demander de faire des propositions
sur un projet de loi. Je n'ai pas souvenance. Les autorités du Mali, les autorités de la transition ont sollicité des partis politiques des propositions. Un projet de loi. Et je me réjouis. Je me réjouis que beaucoup de partis ont répondu avec engouement. Maintenant, c'est dans une dynamique de consultation plus large, pour qu'il n'y ait pas d'exclusion sur cette question de la charte des partis politiques. Notre invité d'hier a dit sur 7000 personnes consultées, on va encore reconsulter 400 personnes. Non, qui est très significatif. Ont répondu, ont fait des propositions et l'État du Mali a décidé de soumettre aux forces vives. Oui, mais quelle est la justification de ces 400 personnes face à 7000 pendant les assises? Non, écoutez, ce que les gens ne comprennent pas, c'est toujours bien de consulter. La décision finale appartient aux autorités qui, en considération de situation, en considération de beaucoup de choses, vont agir dans le bon sens. Il n'est pas question dans notre pays de remettre en cause le multipartisme. Le multipartisme intégral est une disposition constitutionnelle. Et l'État du Mali n'a jamais. Pourtant, il y a des propositions de ces assises-là qui demandent purement et simplement la suppression. Cher grand frère, et c'est des forces vives. Monsieur Sampi, voulez-vous qu'on continue à être en démocratie ou pas? Voulez-vous ôter aux gens d'exprimer le droit d'exprimer leur volonté, d'exprimer leur position, d'exprimer leurs souhaits? Je suis d'accord. Non, d'exprimer leurs souhaits. Mais quand on interroge 7000 citoyens et qu'on retourne interroger 400 personnes, il y a un problème. Vous savez, certains dans notre pays veulent ôter aux autres le droit de prononcer même le mot démocratie. Parce qu'ils pensent, je ne sais pas, peut-être, voilà, ils pensent peut-être à juste titre qu'ils sont les pères de la démocratie. Ils pensent que c'est eux qui ont mis au monde la démocratie. Les garants peut-être. Donc pour eux, le peuple malien est le premier garant de sa démocratie. Parce que pour eux, personne d'autre n'a le droit de parler de la démocratie. Personne n'est mieux placé. Eux, ils sont les élus de Dieu. Ils ont été choisis par Dieu pour défendre la démocratie. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans une confédération, l'AES. Tous les autres pays de l'AES ont suspendu la Constitution. Nous sommes les seuls à maintenir la Constitution, à la réviser. Est-ce qu'on a les mêmes cultures politiques? Et ce que je vous dis, le but essentiel du maintien de la Constitution, c'est que même en période exceptionnelle, il faut se rapprocher de la normalité. La Cour constitutionnelle du Mali continue à viser les lois. La Cour constitutionnelle continue à exercer son rôle de contrôle de constitutionnalité des lois. Ce n'est pas pareil ailleurs, parce que les autorités de la transition du Mali sont attachées à la démocratie. Mais est-ce que c'est démocratie? Est-ce que cela n'est pas un combat de longue haleine? Parce que de 91 à maintenant, la Cour constitutionnelle est restée. Elle a même invalidé des élections ici dans le pays. Non, écoutez, c'est pas un fait nouveau. Oui, mais la Cour constitutionnelle de notre pays a été remise en cause par beaucoup à l'occasion des élections de 2020. Elle a été sérieusement décriée. Elle a été fortement chahutée. Et nous estimons la transition a une mission. Cette mission, c'est de bâtir une véritable démocratie. C'est de bâtir des institutions solides, des institutions qui vont réguler le jeu démocratique. Ce n'est pas de continuer dans une démocratie, excusez-moi du terme, de façade. La dernière alternance remonte à 2002. Ça fait 23 ans que notre pays n'a pas connu l'alternance. De 92 à aujourd'hui, nous n'avons connu l'alternance qu'une seule fois. Et les gens étaient contents. Les acteurs, tant qu'ils étaient au pouvoir, certains, tant qu'ils sont au pouvoir, ils sont contents. Donc vous pensez que c'était un jeu de passe-passe avec les autres? Non, vous pensez que la démocratie peut se réduire? Oui, donc vous pensez que les différents changements à la tête de la gouvernance étaient des jeux de passe-passe? Écoutez, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit cela. Je dis la démocratie sans l'alternance n'a peut-être perd son sens. De 92 à aujourd'hui, notre pays a connu l'alternance qu'une seule fois. En 34 ans de pratique démocratique, vous trouvez ça juste? Vous trouvez ça normal?
Vous savez, Hun Tong Tin, je lis beaucoup Hun Tong Tin, l'alternance, c'est le premier facteur de stabilité pour un pays. Nous avons connu plusieurs coups d'État, malgré que nous étions en démocratie. Et les coups d'État ne tombent pas du ciel. Les coups d'État, c'est le résultat de certains agencements, de certaines pratiques. Lorsque vous prenez les textes de la République en otage, lorsque vous foulez au pied les principes conventionnels... Mais en 2012, ce n'était pas le cas. On avait un président qui était en partance, à 3 mois de la fin de son mandat. Mais en 2012, vous savez, lorsqu'une armée est humiliée, elle s'en prend toujours à sa hiérarchie. C'est ce qui s'est passé en 2012. Ça, ce sont des concepts depuis l'Égypte ancienne, la Rome antique. Une armée humiliée s'attaque à sa hiérarchie. En 2012, notre armée a été humiliée parce qu'elle n'a pas bénéficié du soutien dont elle devait avoir de la part des pouvoirs publics. Nos hommes étaient quasiment laissés à eux-mêmes au front, qui étaient sans matériel convenable, dans une situation dérisoire. Pourtant, on exigeait d'eux de protéger le territoire. Et 2012 a révélé que c'était un tigre en carton. Ensuite, 2020, c'est les élections. 2020, l'insécurité s'est généralisée. Les gens ont préféré faire des affaires au lieu d'être aux affaires. Vous êtes témoin oculaire de tout ça. Ensuite, notre pays a été mis sous tutelle. Des forces étrangères, par dizaines de milliers, étaient présentes. Et pourtant, la situation sécuritaire s'aggravait. Le terrorisme prenait de l'ampleur. Ensuite, la corruption s'est généralisée. On est allé jusqu'à déclarer 2014 ou 2015, je le dis de mémoire, année de lutte contre la corruption. Et paradoxalement, ce sont ces années-là que la corruption s'est plus amplifiée. Donc, la réponse de notre peuple face à ces dérives était sa colère légitime. C'est elle qui s'est exprimée et le 18 août a parachevé. Et le chaos, c'est dû au peuple ou aux politiques? Vous savez, moi, je ne crois pas à l'homme providentiel. Je crois à un système providentiel. Je crois que si le pays avait été géré convenablement, si on avait laissé les institutions réguler convenablement le jeu, si certains ne s'étaient pas mis dans une position après lui c'est moi, après lui c'est moi ou c'est le chaos, voilà, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Si les dirigeants de l'époque avaient pris la mesure réelle de la situation du pays, s'ils avaient engagé tous les efforts pour que nous ayons une armée moderne capable d'assumer sa mission constitutionnelle, s'ils avaient équipé l'armée convenablement, s'ils avaient travaillé à construire une armée digne de ce nom, peut-être que la situation sécuritaire ne serait pas là. S'ils avaient dit, les dirigeants d'alors avaient dit les vérités à nos partenaires, avaient été là, fermes avec nos partenaires sur la défense des intérêts de notre pays, peut-être qu'on ne serait pas là. Je dis, nous avons été un peu plus humiliés. Notre ciel, notre espace aérien était contrôlé par d'autres forces. Noussar, aujourd'hui, si on revient sur cette affaire de la charte des partis politiques, en tant que législateur, qui est de votre deuxième casquette, alors vous pensez qu'il n'y aura pas de dissolution des partis politiques? Moi, je ne le recommande pas. Je suis un homme assumé. Un homme assumé, c'est celui-là qui prend ses positions, pas pour faire plaisir à un bord ou à un autre, c'est celui qui prend position conformément aux intérêts de notre pays. Et je me suis posé la question de savoir quel est... Encore qu'il n'y a pas de débat réel, c'est-à-dire débat posé par les autorités sur la dissolution des partis politiques. Oui, mais il y a un débat posé, parce que s'il y a une consultation des forces vives, c'est qu'il y a un débat posé. Une consultation, moi, politiquement, une consultation, c'est poser des questions. Le pouvoir public déjà a ouvert le front. Non, c'est poser des questions. Et les questions que les pouvoirs publics ont posées, nulle part, parmi ces questions, il n'est évoqué
la dissolution des partis politiques. En tout cas, les documents officiels, je les ai vus, je les ai consultés. Donc, plus simple, la réduction du nombre de partis. Parce que notre président invité nous a dit que c'est vrai que c'est demandé par la classe politique, mais de cette manière, non. Non, la réduction des partis politiques va émaner de l'élaboration de nouvelles règles dans la charte. Et ces nouvelles règles, je suis conscient qu'il faut 300 partis politiques. Bon, encore que, voilà, je suis conscient. Et c'est pourquoi, à notre niveau, nous travaillons à fusionner avec d'autres partis politiques. C'est invivable. Un parti politique, dans le contexte actuel, alors, pendant qu'on y est, quel est le procédé que vous aimeriez bien en tant que jeune leader de parti politique? Non, en fait, c'est d'élaborer de nouvelles règles de création et de fonctionnement. Avec ou sans les partis politiques? Non, des règles, bien sûr, en consultant les partis politiques. De nouvelles règles de création et de fonctionnement. Et les partis qui ne vont pas se conformer à ces règles-là, ou même certains partis seront obligés de se mettre ensemble pour se conformer à ces règles-là. Mais pour ma part, la question de la dissolution, si le débat est posé de façon officielle, je n'y souscris pas. Je n'y souscris pas et c'est une question d'intime conviction. Ça ne va rien résoudre en dehors de faire naître une tension inutile dont notre pays n'a pas besoin. Le Mali aujourd'hui a besoin de rassembler l'essentiel de ses enfants, parce qu'on ne pourra pas avoir tout le monde, et de regarder dans la direction de cette menace que le grand voisin fait planer sur notre stabilité. Alors, Noussar, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs politiques réclament l'organisation d'élections devant mettre fin à la transition. Êtes-vous favorable à cela? Vous savez, la fin d'une transition se fait, en tout cas notre pays est un habitué de transition, se fait par une élection, forcément. Et les autorités actuelles sont les plus précis à organiser les élections. Cela est justifié par la vitesse à laquelle les réformes politiques et institutionnelles sont en train d'être menées. Quelqu'un de l'étranger m'a appelé, qui n'est pas malien, qui m'a dit, qui est un grand chercheur, que le Mali est le seul pays qu'il connaît au monde qui a réformé autant de textes en un laps de temps. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Maintenant, les élections ne sont pas une fin en soi. Il faut que les gens le sachent. Et les pouvoiristes, c'est-à-dire les gens qui pensent qu'ils sont élus pour être président, les pouvoiristes doivent comprendre que notre pays a besoin, avant toute chose, de stabilité. Moi, j'ai été un des éléments de l'opposition politique, de 2013 à 2020. J'ai été porte-parole et conseiller spécial de Soumaïla Cissé, paix à son âme, je m'incline devant sa mémoire. J'ai pris part à la crise électorale de 2018. Et nous avons reçu une délégation internationale conduite par l'ancien ministre des Affaires étrangères du Nigeria. La principale recommandation de cette mission de haut niveau constituée d'hommes sur le plan international a été de dire que ce pays ne doit jamais aller aux élections sans faire des réformes substantielles, des réformes significatives. Et c'est ce qui est en cours. Et c'est ce qui est en cours. Des réformes sur le plan administratif. Vous avez vu le découpage territorial. C'est une révolution. Des réformes sur le plan électoral. L'essentiel des partis politiques a demandé la mise en place d'un organe unique de gestion. Mais ce qui est paradoxal, les pouvoiristes aujourd'hui qui crient sur tous les toits il faut aller aux élections, et lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas mis en place l'organe unique de gestion des élections. Il a fallu la transition pour que nous ayons l'organe unique de gestion réclamé par tout le monde, en tout cas par la quasi-totalité, à l'exception de quelques acteurs politiques près. Les élections, d'accord, mais préparons les élections d'abord. Il faut prendre le temps de... Parce que moi, je n'ai pas envie de vivre une crise électorale au Mali.
j'en ai connu. J'ai été acteur parce que nous avons traversé le temps. Et les crises politiques, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Les événements du 18 août, c'est quelquefois, c'est la prolongation. Donc c'est ce qui explique le léger report. Donc c'est important, le léger report que vous évoquez, c'est que il faut prendre le temps de préparer. L'organe unique est en place, certains estiment qu'il n'est pas suffisamment rodé, il y a des textes à réformer, il y a un découpage territorial, mais tout ceci dépend de la météo sécuritaire. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des avancées significatives. Aujourd'hui, nos bases ne sont plus détruites. Aujourd'hui, on ne filme plus des armes saisies à l'armée malienne. Aujourd'hui, nous avons des drones qui frappent partout sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, nous avons une force aérienne capable d'assurer la surveillance de notre espace aérien. Aujourd'hui, nous avons près de 67 000 hommes sous le drapeau qui défendent le territoire national. En 2020, c'était 22 000. Connaissez-vous un pays qui, en l'espace de 3 ans, a triplé le nombre, l'effectif de son armée? Mais nous avons réussi à le faire. Aujourd'hui, il y a une réforme du système judiciaire. Les magistrats de 400 passent à 716 pour la bonne distribution de la justice. Parce que nous sommes convaincus que la justice a un rôle dans la stabilité du pays. Aujourd'hui, il y a un recrutement transparent de fonctionnaires d'État. Aujourd'hui, il y a une volonté claire de construire le Mali avec les Maliens et en partant des principes du développement endogène. Moi, je crois qu'il faut donner le temps au temps pour que nous ayons voilà, les élections convenables. Et c'est de l'intérêt, il va d'abord de l'intérêt des autorités en place, d'avoir dans leur bilan la bonne organisation des élections. Parce que l'une des parties importantes du bilan d'une transition, c'est la bonne organisation des élections. Alors, il ne faudra pas qu'on dise qu'il y ait des élections truquées. Justement, est-ce que vous penseriez de la même manière si vous étiez de l'autre côté de la barrière? Mais bien sûr. Vous savez, moi, je ne suis pas un pouvoiriste. Je suis convaincu, je suis un musulman croyant, pratiquant. Je suis convaincu que le pouvoir, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Il le donne quand il veut et à qui il veut. Que vous vous levez, vous vous battez pour ça ou pas. Lorsque Dieu décide, ça viendra. Le président actuel, notre président, celui qui préside aujourd'hui au destiné de notre pays, il n'a jamais pensé un seul instant qu'il va présider au destiné du pays. Mais les circonstances de l'histoire, parce que Dieu a décidé que ce soit lui. Donc c'est pourquoi je ne suis pas du genre à me battre pour des postes ou des places. Ma mère m'a toujours dit que le destin est préétabli. Dieu a signé, il est terminé. Personne ne peut le remettre en cause. Monsieur Sarr, la transition malienne a la légitimité du peuple. Jamais une transition n'a eu le quitus de son peuple, à ma connaissance, sur le continent africain. Tout à fait. Pensez-vous aujourd'hui que ce même peuple est en phase avec vous? Le peuple malien est en phase avec la transition, nonobstant les manipulations politiques en cours. Vous savez, moi j'observe notre peuple. Moi je connais notre peuple. Quel est le baromètre du peuple? Le baromètre du peuple, mais aujourd'hui, ne serait-ce que faites un micro-trottoir dans toutes les campagnes, dans toutes les villes du pays. Vous verrez, allez-y à Bougouni tout près. Parce que certains veulent mesurer le peuple à ces 1% ou 2% qui sont sur les réseaux sociaux. C'est une bêtise politique. C'est une bêtise politique. Et c'est pourquoi, quand je vois des gens dire non, les réseaux sociaux disent ça, mais vous n'avez que 1 à 2% de Maliens qui sont sur, qui ont Internet et qui sont sur les réseaux sociaux. Donc vous voulez que l'opinion nationale soit bâtie par 1%? Non, ça c'est un faux débat, c'est une bêtise politique. Alors les 99% sont avec vous? Je vous dis, en tout cas, le peuple malien a donné à la transition ce qu'il n'a donné à personne.
Alors c'est là où le peuple devient très exigeant. C'est une confiance solide. Et c'est justement ça. C'est justement ça. C'est normal qu'il soit exigeant. Et notre peuple est exigeant. La question de l'électricité, notre peuple a patienté, mais aujourd'hui nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Les pouvoiristes n'en parlent pas. Personne d'entre eux n'a évoqué ces améliorations aujourd'hui. C'est dû au fait que pourtant, nous avons on a fait une mobilisation de solidarité sur la data. Oui, mais bien sûr, vous savez, ce sont des moyens alternatifs. Ça veut dire que ce sont des moyens alternatifs. Il y a des problèmes de ressources. Non, ce sont des moyens alternatifs. Pendant 60 ans, d'autres nous ont financés avec les impôts de leurs citoyens. Mais c'est ça aujourd'hui, US Aid from American people. Mais ce sont les cotisations, ce sont les taxes des Américains. L'AFD qui finance des projets, ce sont les taxes des Français. L'Union européenne qui appuie des projets et qui construit des routes, qui donne de l'électricité quelque part. Donc, nous avons sollicité de notre peuple. Et le peuple a accepté, nonobstant les manipulations que vous connaissez. Nous avons dit, comme on le dit, hein, on ne sort pas de nouvelles cornes sans difficulté. Et nous sommes partis du postulat que dorénavant, il faut compter que sur soi. Et c'est compter sur soi là que nous sommes. La question de l'électricité est en train de trouver... Alors, d'aucuns réclament des forces supplémentaires. Sa solution. Alors, aujourd'hui, d'aucuns pensent que cette sollicitation que vous faites du peuple doit également avoir son répondant sur vos propres ressources. Mais évidemment, je le dis clairement, je ne connais pas, je vous dis, j'insiste, hein, je persiste, je ne connais pas un pouvoir politique qui a mieux réduit le train de vie de l'État que la transition. Donc je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Je vous ai donné tout de suite le chiffre de 400 magistrats, nous passons à 716. C'est une prouesse extraordinaire. Tout le monde connaît le salaire des magistrats. Il n'y a pas de ressources qui nous viennent de l'étranger. Nous sommes obligés de payer avec les ressources à l'interne. Si nous ne réduisons pas le train de vie de l'État, on va réduire quoi? Notre armée aujourd'hui est en train d'acquérir des armes à la pointe de la technologie. Ce ne sont pas des prêts à l'international. Ce ne sont pas des dons. Ce n'est pas l'aide budgétaire. Mais c'est l'argent sur le plan, les ressources à l'interne, les ressources nationales. La route, vous avez des routes qui ont été lancées en commune 1, même si la BOAD a fait un prêt, mais c'est sur la base des ressources internes que nous allons rembourser ce prêt. Le Mali a payé sa quote-part qui est de 7 milliards. Et vous avez vu le visage de la commune 1 de Bamako est en train de changer. Les pouvoiristes ne parleront pas de ça. Eux, ils sont dans leur logique, moi ou le chaos. Est-ce qu'ils ne sont pas dans leur rôle? Ils sont peut-être... Oui, parce qu'il faut bien un gardien de la démocratie, de la gouvernance. Vous savez, lorsqu'on est gardien de la démocratie, on doit tout faire pour tirer les leçons du passé. Lorsqu'on est gardien de la démocratie. Ils ne sont pas les gardiens de la démocratie. Ils sont les gardiens du projet de leur conscience. Et ça ne passera pas. Notre peuple ne l'acceptera pas. Moi, je suis un démocrate dans l'âme. Je vous le dis. Mes maîtres politiques sont des démocrates dans l'âme. L'un de mes maîtres politiques, Zoumana Sako, a été le premier ministre, chef de gouvernement de la République du Mali. C'est lui qui a conduit, avec d'une main de maître, avec bien sûr le général Amadou Toumani Touré, la première transition politique. Et le pays était sur les rails au soir du 8 juin. Noussar, pendant moi, qu'on je y ne est, peux pas être un antidémocrate. Noussar, pendant qu'on y est, dernière question. Si on vous mettait à la magistrature suprême, qu'est-ce que vous proposerez pour un développement économique et social du Mali? Vous savez, moi, je suis un libéral aussi dans l'âme. Je suis profondément attaché au travail libérateur. Et je pense que le moment est venu pour notre pays d'opérer ce virage-là. Nos opérateurs économiques, le secteur privé, c'est lui qui est le moteur de l'économie. Lorsqu'il est grippé, l'économie en prend un coup. C'est pourquoi il est impératif
de faire en sorte que notre pays aussi puisse avoir de grands capitaines industriels, puisse avoir d'hommes d'affaires qui discuteront de milliards en dollars. En Afrique, vous avez 14 milliardaires en dollars. 7 en Afrique du Sud, 4 au Maroc, 4 au Nigeria, 1 en Algérie, et voilà, et 3 ou 4 en Égypte. Mais au Mali, non, vous n'en avez pas. Et lorsqu'on classe l'économie de l'Afrique, ce sont ces pays qui viennent. Et c'est ce que Obasanjo a compris. C'est de ça que sortent les Dangote, les Mike Adenuga, Tonou et Lumulu. C'est de ça. C'est de cette vision économique que notre pays a besoin. L'État doit se cantonner dans son rôle régalien, qui est de collecter les taxes et construire les infrastructures. Maintenant, l'État doit tout faire pour jouer son rôle de régulateur et encadrer le secteur économique, apporter les garanties nécessaires à nos hommes d'affaires qui sont très brillants. Partout où je suis passé, j'ai vu des hommes d'affaires maliens brillants. Dans tous les pays limitrophes, les hommes d'affaires maliens sont les plus brillants. Et dans leur pays, ils sont quelquefois la risée du monde. Et c'est ça qu'il faut que ça cesse. Ça cesse. L'État doit arrêter d'être chef d'entreprise, de prendre de grosses parts de participation dans des entreprises. Ça n'a jamais marché. Adam Smith a dit dans son livre La richesse des nations, c'est le travail surtout du secteur privé qui libère l'économie et qui crée une plus-value. L'État doit être un chasseur de taxes et d'impôts et surtout un réalisateur d'infrastructures qui vont accélérer le travail, la croissance de l'économie. Maintenant, l'État entrepreneur ou l'État lui-même va être propriétaire de grandes sociétés d'État, ça n'a pas marché. L'échec, l'Union soviétique est tombée parce que c'était ça leur politique. Et ils ont été obligés de céder de grandes entreprises pétrolières aux francs symboliques. Et c'est comme ça Abramovich est devenu, l'ancien président de Chelsea, est devenu voilà, ce maillon du pétrole. Donc, le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Et la position que nous occupons, voici les conseils que nous donnons à ceux que nous conseillons au pouvoir politique, au pouvoir public actuel. Nous n'avons pas besoin d'accéder à la magistrature suprême pour faire des propositions viables pour notre économie. Nous sort le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vous remercier pour le travail d'information que vous abattez. C'est remercier l'ensemble de la presse malienne. Et je plaide encore une dernière fois, en tout cas encore une fois de plus, pour que l'État du Mali puisse le plus rapidement possible remettre en route l'aide à la presse. C'est quelque chose d'important. Nos journalistes doivent être aidés. La presse consciente du Mali doit être appuyée. Et je demande au président Assimi Goïta que nous considérons de la même manière que les Turcs considèrent Mustafa Kemal Atatürk. Assimi représente le Mustafa Kemal Atatürk malien. Ce que Mao représente pour la Chine, c'est ce que Assimi représente aujourd'hui pour le Mali. Ce que De Gaulle a représenté pour la France, c'est ce que Assimi représente. Et nous lui demandons de faire un clin d'œil à la presse nationale en faisant en sorte que l'aide à la presse puisse être... Et pour terminer, je remercie notre peuple. Jamais un pouvoir n'a été aussi soutenu. Je remercie la jeunesse malienne, celle qui refuse la manipulation, celle qui est constante, celle qui est convaincue que demain sera meilleur, parce que nous travaillerons aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Que Dieu bénisse notre pays. Merci bien, mon cher Noussar. Vous étiez l'invité de la deuxième édition du comeback de Grand Débat de Mali Online. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce grand débat. Vous étiez sur Mali Online, votre plateforme d'information digitale sur toutes nos plateformes, à partir de Bamako vers le monde entier, du monde entier vers le Mali. Merci et à la prochaine, Inch'Allah.